France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6 h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Au Grand Palais, le feu sous la glace, exposition consacrée à Félix Vallotton, s'est achevée le 20 janvier 2014. Elle a connu un grand succès, attirant plus de 300 000 visiteurs. Ce fut l'occasion de remettre en lumière un artiste peu connu du grand public, dans l'œuvre duquel on ne vit que trop, froideur, sévères manières, amertume et tristesse ironique. Inclassable et indépendant, il est vrai que Vallotton ne fait pas risette. Mais si sa peinture n'est certes pas aimable, elle est d'une beauté violente, profonde, énergique et d'une puissance poétique qui ne laisse pas en paix. Femme nue dans un fauteuil rouge, Verdun, la haine, le ballon, la blanche et la noire, Orphée dépecé, le retour de la mer, le baiser. Si la grandeur d'un peintre se mesure à l'émotion que provoque sa peinture, alors Vallotton est sans aucun doute un grand peintre. « Vous avez une troublante manière d'être simple », lui écrivait Jules Renard. Reconnu très jeune dans le monde entier pour ses gravures, il délaissa dans les années 1900 la xylographie et l'illustration pour se consacrer avant tout à la peinture. Portraits, nus, natures mortes, intérieurs, paysages, scènes de la vie quotidienne. Félix Vallotton a produit beaucoup, avec une rigueur et une honnêteté dont il n'a jamais dévié. Le très singulier Vallotton est le titre de la création radiophonique consacrée à cette personnalité contradictoire et complexe qui, critique d'art et romancier, aura aussi beaucoup écrit. Je sais depuis toujours que ma peinture horripile des tas de gens et ne m'en porte pas plus mal. Je sais aussi qu'elle en touche profondément beaucoup d'autres et j'ai la coquetterie de croire qu'ils sont de meilleure qualité. France Culture vous prie d'écouter Le très singulier Vallotton, une émission de Germaine Rouvre, avec Jean Topard dans le rôle de Vallotton, Jean Bollery dans le rôle de Thaddée Natanson et Michel Rulle, Roger Molien, Roger Brett, Jean-Louis Brouste, Alain Lebert, Claude Pascadel, Didier Le Sourd, Philippe Moreau, Georges Samitier, Julien Thomas, avec la participation de Bernard Dorival et Yves Goerg. Voici donc à Paris. J'ai 18 ans, du courage, peu de besoin et de l'estomac. Pourquoi l'avenir ne m'appartiendrait-il pas? Ce sera difficile, mais autour de moi tout le monde gagne et va de l'avant et je ne crois pas être disqualifié pour pouvoir en faire autant. Je travaille de 7 h du matin à 5 h du soir. Je pense qu'il en sortira quelque chose. Thaddée Natanson. Vallotton nous était arrivé non pas directement de sa Suisse natale, mais après un assez long séjour à Paris déjà. Il nous était arrivé très jeune, très mince et très blond. Si son vêtement montrait un peu de corde, ce devait être aussi de n'avoir été que trop soigneusement brossé. Il avait un air constamment sur ses gardes, qui ajoutait à l'embarras de sa timidité, et dont il ne s'est jamais départi complètement. Je vivais de la sorte une petite existence à mon image, un peu grise mais ordonnée, et sans place pour l'imprévu. J'avais dès l'enfance une répulsion pour ce qui sent la bohème et le débraillé, et quel que fût mon dénuement, j'avais la satisfaction de penser qu'il n'y paraissait pas. Même quand sa mise, toujours soignée, fut devenue cossue, même quand, suivant la mode, il eut rasé barbiche et moustache, il est toujours resté de sa timidité de quoi faire penser à de la méfiance, à de continuelles précautions. De précautions, il n'en a du moins jamais prise pour affirmer ses préférences en peinture,
aussi bien parmi les célébrités du musée que pour les envois des plus jeunes aux indépendants. Le Louvre me fut un éblouissement. Et les jours que j'y passais, des meilleurs et des plus nourris de mon existence. D'instinct, mes préférences allaient aux écoles sévères et de grand goût. En peinture, Holbein et Léonard furent mes premières idoles. Le côté volontaire et pénétrant de leur art concordait trop avec mes tendances personnelles pour qu'il en pût être autrement. Je dégustais aussi la matière de certains Courbet, mais rien plus que la façon dont Ingres enserre la forme de son trait ne m'a fait subir la tiédeur d'un corps de femme et le poids d'un sein. Ainsi passèrent 5 ou 6 années desquelles aucun souvenir déplaisant ne demeure. Je dois toujours convenir que durant les jours sombres qui m'advinrent, l'art fut mon unique et plus sûre consolation. Ce qui se marqua le plus vite et devint bientôt évident, c'est la sûreté de son goût et sa hardiesse. Car il y avait énormément de hardiesse dans cet homme qui volontiers s'effaçait. Toute cette période de la gravure de Vallotton, qui est vraiment une période très délimitée dans sa vie, a été au fond la période la plus brillante. Et il a été célèbre au fond très tôt, entre 25 et 30 ans, et ses gravures étaient connues déjà dans le monde entier. Oui, sa période la plus brillante, en effet, au niveau de l'écho qu'elle a trouvé auprès du public parisien, français, allemand, américain et anglais même. Elle est peut-être pas la plus brillante de l'œuvre, dans le sens qu'il y en a d'autres qui sont aussi brillantes que celle-ci, mais évidemment en peinture. Je pense qu'il a fait en peinture des paysages dits oniriques et aussi des nus qui sont particulièrement créateurs, nouveaux, et qui n'ont pas évidemment encore reçu l'écho qu'ils nécessiteraient. J'avais observé au cours de maintes discussions que les peintres et même les sculpteurs semblaient dénier à la ligne toute valeur autre qu'évocatrice de silhouette, par conséquent architecturale. Selon eux, la couleur, en donnant aux objets ou êtres représentés leur qualité de substance et leur pulpe, avait seul pouvoir d'éveiller le désir des sens. Comme si le fléchissement d'une hanche ou d'un sein n'était pas aussi suggestif en son strict contour que les nuances, fussent-elles infinies, de la peau. Ce n'était plus par des mots, c'est par des gestes dont il ne restait pas toujours maître, que se traduisait une sensualité toujours en appétit de toutes sortes de gourmandises, d'aucune plus que de la chair féminine. Il savait admirablement jusqu'où cette passion avait pu entraîner un Ingres, le peintre qui faisait ses délices. Et s'il entendait soutenir que des modèles avaient eu à se plaindre des violences du maître du bain turc, il ne songeait pas à le défendre, et son sourire de satisfaction ne l'en rapprochait que davantage. Aimerais-je sérieusement par hasard? Il y avait là quelque chose d'anormal et de monstrueux dont le constat m'outrait, mais contre lequel aussi j'étais sans force et démuni. Aimer. Je ne puis m'empêcher de sourire au passage de ce mot illustre en littérature. Aimer. Le coup de foudre alors, comme dans les romans. Pourquoi pas? Il était beaucoup trop observateur pour qu'aucune contradiction pût le choquer. Oh, ce qu'on s'aimait tous les deux, du mois de janvier jusqu'à la fin décembre. Nul ne saura ce qu'on a été heureux, que tout près du ciel dans notre petite chambre. Oh, ce qu'on s'aimait tous les deux, dans la
la mansarde où tu fus ma maîtresse. Mais qu'il est loin le rêve bleu de ma jeunesse. Les niaiseries sentimentales, les roucoulades, les couples penchés, promenades à Robinson et le reste ont toujours eu le don de me porter sur les nerfs. Connaissant le genre humain, moins pour en avoir pâti que pour l'avoir observé passionnément, il ne cherchait à le voir ni au-dessus ni au-dessous, mais aussi près que possible de ses expériences. D'un mot, il y avait beaucoup de mesure et de réserve dans ses propos, et rien ne ressemblait moins qu'eux à l'aspect tranché de ses bois ou aux affirmations de sa peinture. Un contraste du même ordre s'accusait entre la réserve qui lui était habituelle et un goût prononcé, natif, pour l'audace et tout ce qui annonçait l'énergie. On reconnaissait sa valeur d'artiste, peut-être qu'on ne reconnaissait pas sa valeur d'homme. Il devait être un peu froid et il fallait le chauffer. Vallotton, paraît-il, était beau parleur, mais ça venait lentement, tranquillement, en fin de soirée, et il fallait lui faire une sorte de cadre, le mettre en condition. Il était particulièrement cultivé, c'était un érudit, un humaniste. Il connaissait vraiment toute l'histoire de la peinture, toute l'histoire de l'art. Octave Uzanne, 1892. Ce nouveau venu, qui n'est pas précisément à ses débuts, s'est essayé bravement à porter sur bois ses inspirations. Et s'aidant du couteau et du canif plutôt que du burin, il a gravé sur des blocs de poirier tendre des scènes diverses de la vie contemporaine avec la candeur d'un xylographe du XVIe siècle. Quel repos pour notre œil affadi par toutes les préciosités de la gravure courante que de regarder cette gravure primitive, si amusante, si gaie, si drôle dans sa simplicité. Il y a plus d'imprévu, plus d'observation dans ces essais d'imagerie d'un style volontairement réactionnaire et barbare que dans la majeure partie des estampes en relief de l'heure présente. Et quel beau noir sur la surface plane du bois. La gravure elle-même, alors, effectivement, a trouvé auprès du public parisien d'abord un public fasciné. Et grâce à cela, Vallotton a pu vivre. Et c'est grâce aux illustrations qu'il a fait dans les revues, illustrations, dessins reproduits, mais aussi gravures originales, lithographie en particulier, et les bois, je souligne ça. Et c'est en fait dans les journaux parisiens qu'il a réussi à se faire connaître si vite. Et il y en a toute une série. 1892. Mes bois font, paraît-il, leur petit chemin dans le monde et me font beaucoup connaître. Il est vrai qu'ils ne me rendent rien. Les dépositaires refusant de m'en donner reçu, je suis à leur merci. Il n'était pas épris d'Ingres seulement. Dostoïevski encore, et Stendhal étaient ses idoles. Le créateur des Karamazov et le narrateur des souvenirs d'égotisme m'ont souvent fourni la clé d'une réplique de Vallotton, aussi bien que de la curiosité et de la duplicité que du soin avec lequel il regardait lutter les humains. 1893. Il viendra bien un jour où la valeur personnelle d'un homme égalera celle que donne un coffre-fort. En général d'une grande mansuétude, il prenait tout à coup des colères dont il devenait blanc. Rien n'excitait plus sa colère que l'injustice, mais le plus fort celle dont les autres pâtissaient. Vallotton participa au combat de l'affaire Dreyfus avec les dessins qu'il donnait au Cri de Paris, qui soutenaient le condamné. La force et l'éclat de ces noirs, il sait les rehausser jusqu'à l'épouvante, jusqu'à la splendeur. Et tandis qu'on ne le croit capable que d'ironie et de dureté, il sait nous émouvoir, nous attendrir, exciter notre pitié et notre indignation, nous faire réfléchir. 1894. Je suis toujours occupé et ne perds pas une heure, ni jour ni dimanche. C'est ce régime qui me convient le mieux, et il me réussit. 1894, le Courrier français. Michel Zévaco. Il paraît
obsédé par les antithèses violentes de lignes et de couleurs. Le problème pour Vallotton, c'est de voir immédiatement et de noter, de produire en pleine lumière ce nez ou ce front, révélateur d'état d'âme. Car aux signes extérieurs correspond chez lui une vision très nette, très aiguë des pensées. La vie extérieure traduit la vie interne. Le visible se fait l'interprète de l'invisible. En ce sens, Vallotton, qui a toutes les apparences d'un réaliste, me paraît être au fond un homme de pensée. Les nabis étaient les amis de Luniépo. Ce mot de nabis est un mot hébreu qui veut dire prophète. Les nabis se voulaient les prophètes d'un nouvel évangile qui était l'art nouveau. En 1893, quand Luniépo fonda son propre théâtre, qui fut baptisé par Vuillard Théâtre de l'œuvre, les nabis firent les décors, les costumes et les programmes des pièces qui y étaient jouées, Ibsen, Strindberg ou Oscar Wilde. Vallotton illustra le programme de Père de Strindberg et fit un dessin d'Ibsen pour les programmes de Maison de poupées. Jarry écrit à Luniépo. J'ai demandé à Fénéon de mettre comme réclame sur la couverture de la Revue Blanche le petit cliché de l'Ibsen de Vallotton. Luniépo. Ces programmes, moi, je les trouve beaux. Une tête de Ibsen par Vallotton, c'est Guilleret. Plus d'un s'est trompé sur Vallotton. Ici, j'ai l'homme en vue. Pour ne pas y avoir assez pris garde. Ce n'est pas seulement qu'il ne s'ouvrait point ou pas facilement, mais qu'après avoir passé beaucoup de temps avec soi-même, y avoir surveillé la cuisson de toutes sortes de passions, il était avare de ce qu'il avait amassé. Tout au plus, il souriait. Très peu soupçonnaient ce que dérobait ce sourire. Il fallait un Vuillard pour aller au fond, ou Félix Fénéon. Vuillard de chez les Natanson, 1897. Je me raccroche à vous pour ne pas me ronger plus. Je crève d'embêtements confus. Votre séjour ici me reste comme un souvenir de paradis. Depuis, il fait un temps orageux, abominable. Tout va mal. Je travaille avec acharnement pour me tirer d'affaire ce moral qui va assez mal. Je ne puis pourtant pas continuer sur ce ton-là. Thaddée nous a lu à table hier votre lettre qui a rafraîchi tout le monde. On vous aime bien ici. Lautrec est ici et commence à se calmer. Il a été très soutenu par le groupe de la Revue Blanche, ses amis Nabi, Natanson en particulier. Groupe dans lequel l'a introduit Vuillard, je crois. Oui, l'ami de toute sa vie. Ah oui, il l'a connu très jeune et oui. Il s'entendait admirablement. Et ils se retrouvaient chez Natanson dans leur propriété en dehors de Paris, autour de Misia Natanson, qui était une pianiste pleine de charme, de verve. Et dont tous étaient amoureux, probablement. Absolument. Et Vallotton a fait une gravure qui s'appelle La Symphonie. Oui. On voit 5 hommes regarder, fascinés, cette femme au piano, créant vraiment une ambiance symphonique. Et c'est une des toutes belles gravures de Vallotton. Il y a un bouquet de fleurs extrêmement stylisé, le piano avec une lampe et le visage éclairé de la pianiste, et ces regards dans l'ombre de ces 5 hommes qui paraissent comme une mafia prête à organiser un mauvais coup et qui est en même temps fascinée.
Jules Renard. Je vous renouvelle mes félicitations pour les dessins de la maîtresse. Ça fera un petit bouquin bien ornementé. Flammarion publie mes histoires naturelles. Je voudrais une couverture. Vous sentez-vous le goût de composer cette couverture? Vallotton fera la couverture double. Une dinde au recto, dont Jules Renard dira: Elle se pavane au milieu de la cour comme si elle vivait sous l'Ancien Régime. Au verso, Vallotton fera un cerf qui ferme le volume. Et Jules Renard dira de ce cerf: Je rêvais déjà que nous faisions route ensemble. Moi, je t'offrais de ma main ces herbes que tu aimes, et toi, d'un pas de promenade, tu portais mon fusil sur ta ramure. Le Studio, journal londonien, 1899. La Revue Blanche a exposé dans ses bureaux de la rue Laffitte la série de 10 planches gravées sur bois qui composent sous le titre Intimité le nouvel album de Vallotton qu'elle vient de publier. Certaines de ces pages resteront sans aucun doute comme les plus significatives de la personnalité de Vallotton, de sa vision aiguë et ironique du modernisme, de sa technique si profondément synthétique, de tout ce qui fait en un mot de cet artiste l'un des plus remarquables graveurs sur bois de notre époque. La série des Intimités en gravure sur bois, qui est en fait une magnifique suite de 10 xylographies, la fin en fait de sa grande période de xylographie, l'apogée, elle est très célèbre, elle est très rare aussi. Et là, il fait une satire de la vie à deux dans un milieu petit bourgeois de la fin du siècle passé, qui peut très bien encore actuellement nous toucher. Mais vous mettez beaucoup l'accent sur le côté bourgeois de ce couple. Oui, évidemment, par le décor de l'appartement, des vêtements, nettement, ce sont des bourgeois. Mais ne croyez-vous pas que Vallotton visait à peindre simplement un phénomène humain, une confrontation entre l'homme et la femme, indépendamment du milieu? Oui, sans doute. En fait, Vallotton était un passionné de la femme, un sensuel, et qui n'a jamais résolu vraiment son problème face à elle. On retrouve souvent ce thème, en particulier dans les dessins de presse, où l'humour féroce est beaucoup plus libre. Par exemple celui-ci, où l'on voit de pacifiques pêcheurs à la ligne, installés sur une berge de la Seine. Et l'un dit à l'autre: « Je suis veuf depuis 3 mois, et vous ?»« Pas encore, » répond l'autre. Il y a une influence de Vallotton sur les Russes, sur les expressionnismes germaniques comme Kirchner ou nordiques comme Munch, et sur beaucoup d'autres artistes. On dit même qu'il influence encore de jeunes artistes. Dans tous les cas, il influence actuellement la publicité. On a pu voir une affiche de Schweppes tirée directement d'une des œuvres des Intimités de Vallotton. Un couple enlacé et dans un aéroport qui se dit au revoir en buvant un Schweppes. Et c'est la belle épingle de la série des Intimités. Et ça prouve bien que Vallotton, dans sa gravure, a quelque chose de très condensé, de très tendu, qui peut être repris pour l'affiche. Parce que d'abord, il y a des aplats, de nouveau, l'impression est plus simple, et puis plus immédiatement saisissable. Il fait abstraction des détails, il noie les détails dans les noirs ou dans les blancs, et son dessin prend une force qui peut être vraiment agrandie, qui supporte l'agrandissement. 1899, Vallotton se marie. Quant à ma fiancée, voilà. Elle est veuve, comme je te l'ai dit. Son nom est Rodrigue. Elle est fille de M. Bernheim, un grand marchand de tableaux. Je la connais depuis 4 ans. C'est une femme surtout bonne avec laquelle je m'entendrai sans peine. Elle a 3 enfants. Ils sont déjà élevés. Ils me sont très sympathiques et je les aimerai.
Nous pensons vivre tous deux sans rien changer à nos habitudes, ou presque. Moi à mon travail, elle à son intérieur. Ce sera très raisonnable. Je l'aime beaucoup, ce qui est la raison capitale de ce mariage, et elle me le rend. Nous nous connaissons à fond et avons réciproquement pleine confiance. Mon mariage a estomaqué Vuillard. Il n'aura d'idée précise là-dessus que dans quelques jours. Vuillard. J'ai l'intention de prendre un train samedi après-midi et d'aller vous trouver le soir à Étretat. Cela vous dérange-t-il? Nous aurons beaucoup à bavarder et presque à refaire connaissance. Il me semble qu'il y a eu une révolution. Une révolution? Cela en avait toutes les apparences. Un mariage bourgeois, un déménagement dans les beaux quartiers, un changement de nationalité. Vallotton se fait naturaliser français. Et en même temps, l'abandon de la gravure sur bois pour se consacrer à la seule peinture. Avec 1900 commence, en apparence, un nouveau Vallotton. Même quand il a pu s'envelopper d'une robe de chambre douillette et les pantoufles au feu, il a toujours conservé la façon de voir de ceux qui ne regardent la propriété que de derrière les grilles. Et il n'a jamais renoncé à sa haine native des chiens et des sergents de ville. Même de ceux qui gardaient sa maison. Dans sa peinture, le goût de Vallotton est en désaccord avec celui qu'on voit en faveur. À une époque où personne ne fait plus, mot admirable, que dans l'impressionnisme, il avoue le courage de haïr les reflets et ne se soucie aucunement de l'atmosphère. Quand il a commencé à peindre vraiment, il semble qu'il ait voulu chercher en peinture une technique un peu analogue à celle qu'il pratiquait dans la gravure. Qu'en pensez-vous? Oui, Vallotton était conscient qu'il n'était pas un coloriste. Il a dit qu'il était héritier d'Ingres, donc de la ligne d'Ingres. Il a pris chez Ingres le goût du contour. Bon, Ingres est plus sensuel, mais n'est pas non plus très coloriste. Et Vallotton aimait chez Ingres une certaine rigueur qu'il a poussée nettement plus loin, qu'il a accusé par la tension de son trait, ce trait qui est une arabesque, mais une arabesque surtout en gravure tranchée. Alors, en gravure, il y a une incision du canif dans le bois qui donne au trait une force très expressive, et qui l'isole même du fond blanc ou du fond noir, parce qu'il peut faire un trait pour que le blanc ressorte. Et en peinture, même quand il a abandonné la gravure après les années 1900, il continue à mettre l'accent sur le trait. Bon, il est moins accusé, il est moins incisif, mais le contour est encore très important et il joue avec des tensions en peinture comme il l'a fait en gravure. C'est un peintre qui a besoin toujours de contester son savoir. Il puise donc dans toute une réserve de connaissances et en même temps il veut être Vallotton fondamentalement et en fait il a une très grande honnêteté. Jules Renard. Est-ce que ça vous amuserait d'illustrer, en toute liberté, je veux dire, comme il vous plairait, Poil de carotte pour Flammarion? Feriez-vous ce travail pour la rentrée prochaine? Et si oui, voulez-vous vous entendre le plus tôt possible avec Flammarion qui vous attend? Votre ami serait très content si vous acceptiez. Flammarion est bien content, mais il faudrait encore 5 dessins et j'ajoute 5 chapitres. Pouvez-vous les faire? À la bonne heure. Vous êtes de parole. Ce sont avant tout la sobriété, la justesse, la force du trait qui égale le dessinateur qu'est Vallotton à l'écrivain qu'est Jules Renard et rendent leur union précieuse. Les petites dimensions de ces dessins les rapprochent des scènes brèves et des phrases courtes de Renard.
Quelques mots, quelques traits suffisent à ces deux artistes. C'est que tous deux retranchent sans pitié l'accessoire. Vallotton fit un premier portrait de Zola, une lithographie, en 1892, puis un second portrait, une gravure, publiée dans la Revue Blanche en 1894. C'est de ce second portrait que l'on a dit qu'il était une souveraine simplification dans la puissance du blanc et du noir. Vallotton fit 4 portraits d'Edgar Poe, que les symbolistes reconnaissaient comme un des leurs. Une gravure en 1894. Jules Renard. Je ne connais pas son image, mais c'est intellectuellement lui. Ce ne peut être que lui. Vous avez une troublante manière d'être simple. Vallotton fit aussi 2 dessins pour illustrer les traductions de l'œuvre de Poe parues dans la Revue Blanche en 95-97 et une toile en 1901. On retrouve dans ces portraits ce que Baudelaire avait défini dans sa préface aux Histoires extraordinaires. Quelque chose de ténébreux et de brillant à la fois, marqué d'un indéfinissable cachet de mélancolie. En 1896, Stéphane Mallarmé demande à Vallotton un portrait du poète Arthur Rimbaud pour un article qu'il devait publier dans une revue de Chicago. Et il lui disait « Vous seul pouvez faire quelque chose d'original. » C'est en 1902 que Vallotton fit une série de portraits pour le Livre des masques de Rémy de Gourmont. On a dit de ces portraits qu'ils marquent l'extrême limite de la synthèse que peut réaliser la peinture. Portrait de Paul Verlaine. Le génie pur et simple de l'animal humain sous ses 2 formes humaines, le don du verbe et le don des larmes. Portrait de Stéphane Mallarmé. Ayant tué volontairement en lui la spontanéité de l'être impressionnable, les dons de l'artiste remplaçaient peu à peu en lui les dons du poète. Le merveilleux Mallarmé, vraiment enveloppé de songes. Portrait d'Arthur Rimbaud. L'intelligence, consciente ou inconsciente, si elle n'a pas tous les droits, a droit à toutes les absolutions. Portrait de Paul Claudel. C'est la vie vue à travers un éblouissant réseau d'images, la vie même, mais avec toute sa féerie intérieure. Dans ses portraits, Vallotton cherchait à la fois la pénétration psychologique et une méthode synthétique de présenter le visage humain dans ses lignes essentielles. La ressemblance est extraordinaire. Ni charge, ni caricature, mais l'expression même de l'homme. Vuillard. Si seulement vous saviez l'admiration que j'ai pour vos têtes. Je les ai bien étudiées et elles m'ont donné beaucoup à réfléchir. Louis Vaucel, Salon d'automne 1906. Qu'on aime ou non l'art de M. Vallotton, on l'admire. Il y a là une tenue, une autorité qui impose le respect. Voilà un homme qui, en peignant, ne songe ni à pasticher les maîtres des musées, ni à fignoler, ni à pignocher de jolis tons, ni à vendre. Il pose sa touche sûr de soi. Pas de compromission, pas de concession. C'est très fort. C'est peu aimable. S'il y a de l'émotion, et il y en a, elle ne perce guère. Monsieur Vallotton se domine, se contient. Pourquoi ne pas s'abandonner un peu?
Ces œuvres sont extraordinairement transposées. Elles sont transposées, par exemple, dans le sens d'être désagréables. Je pense à un tableau que possédait le musée d'art moderne, la Roumaine en robe rouge. Il a représenté une espèce de grosse fille, plutôt laide, habillée dans une robe rouge, d'un rouge sale, et il l'a installée sur un fond rouge pompéien. Le résultat est atroce, mais il faut un prodigieux talent pour oser ce mariage de rouge qui tire à U et à Dia, de sorte que je pense qu'ici on ne peut pas parler de réalisme. Il y a un choix. Oui. Il y a un choix de ce qui est volontairement laid pour exprimer le caractère de ce modèle qu'on pourrait qualifier d'un nom un peu vulgaire. Il y avait sans doute aussi de la provocation. Bien sûr, il y a toujours je crois qu'il y a presque toujours de la provocation, mais une provocation beaucoup plus secrète, discrète que chez les peintres de la Neue Sachlichkeit allemande. La provocation de Vallotton, je dirais qu'elle est à un second degré. Au premier degré, on ne la voit pas. On se dit, mon Dieu, que c'est laid. Et puis, au second degré, on dit, mais il faut beaucoup de talent pour arriver à nous flanquer au visage quelque chose d'aussi laid qui nous hérisse. Mais qui nous retient. Mais qui nous retient. La nature, les idées, on fait ce qu'on peut. Il faut bien, étant donné que les plus grandes idées sont courtes, aller souvent à la campagne, regarder l'eau couler sous les ponts et coucher de belles femmes sur son canapé. Je suis un peu là tout de même. Et on vient à me demander s'il ne faudra pas chercher d'un autre côté cette petite ressource qu'il me faut. C'est dur tout de même d'avoir 40 ans et tant travaillé pour ne ramasser que de la fumée. Jacqueline Narval. Ne vous désolez donc plus. Et soyez assurés que vous avez l'estime et l'admiration de tous ces artistes, et même des profanes. Il aurait pu faire encore un grand écrivain, s'il n'avait craint d'aller jusqu'au bout de soi, s'il ne s'était pas fait peur. 1908. Je suis ici de plus en plus seul. L'on trouve chez lui l'esprit du renard et de la revue blanche. C'est ce même humour rosse, cette même vision à la fois amusée et désespérée de l'humanité. Il y a chez Vallotton un côté écorché vif, mais qui ne veut pas laisser apercevoir ses blessures et qui cache ses blessures sous une ironie, sous un voile d'ironie cinglante. Ramuse. Nul doute qu'avec ses dons qui sont grands, et quelques concessions à droite, M. Vallotton n'eut connu très vite ce qu'on appelle le grand succès. Il l'a dédaigné. Avant de contenter les autres, il a voulu se contenter lui-même. Voilà en art la vraie sagesse. Marcel Duchamp. J'ai toujours eu un faible pour Vallotton parce qu'il vivait dans une époque où tout était rouge et vert et qu'il se servait des bruns les plus profonds, de tons froids, éteints, et qu'il annonçait la palette des cubistes. Louis Vaucel. Les lignes sont simples, fermes, d'un dessin volontaire, têtu. Pas de nuance, nulle volupté, nul abandon, mais au contraire une affirmation implacable, une autorité provocante, agressive. On admire en grinçant des dents. C'est très désagréable et très fort. Est-ce que vous pensez que maintenant, on admire encore en grinçant des dents? Je ne crois pas.
Parce que justement, l'histoire a fait son travail. Je crois qu'aujourd'hui, on admire peut-être en s'étonnant. Et en s'étonnant qu'un homme soit arrivé à ce paroxysme d'apparente objectivité, en cachant sous cette apparente objectivité une présence aussi chargée de dynamite qui était sa propre personnalité. Ce qui donne son intensité. Ce qui donne son intensité, tout à fait d'accord, à cette œuvre apparemment froide, glacée. Oui. Je sais depuis toujours que ma peinture horripile des tas de gens et ne m'en porte pas plus mal. Je sais aussi qu'elle en touche profondément beaucoup d'autres, et j'ai la coquetterie de croire qu'ils sont de meilleure qualité. Guillaume Apollinaire, Salon des Indépendants, 1908. Octave Mirbeau rapporte en quelle estime on tient en Allemagne Monsieur Vallotton. Quels singuliers Français ont pu s'opposer à ce que l'on consacrât le talent et la méthode de cet artiste. Le temps sans doute réparera bien des dommages. Il n'y a pas à l'étranger d'artiste comparable à Félix Vallotton. Et s'il en est en France, dont les vues soient plus élevées, il n'en est pas dont les moyens soient plus sûrs. Les femmes au bain qu'il expose cette année sont l'illustration de ce que j'affirme ici. Paul Budry. La peinture de Vallotton a toujours voyagé dans une âme qui donnait de la bande du côté du néant. C'est elle qui faisait contrepoids. Elle est souvent aux limites de la résistance. Parfois elle cède. Elle se souvient toujours du danger. Elle va dans la nudité environnante de ce qui s'est délesté une fois pour toutes, des illusions et des faux liens. Elle ne cesse d'être un appel, de mettre en question, de troubler. Cette contradiction que Vallotton passera sa vie à essayer de résoudre, ce souci de faire la part juste tant à ses exigences de matérialiste invétéré qu'aux aspirations de l'idéaliste clandestinement embusqué dans l'inconscient de ce huguenot critique et inquiet qui ne cessera de scruter les beautés du laid que pour soigneusement examiner les laideurs du beau. Octave Mirbeau. Exposition Galerie Druet, 1910. Les corps humains comme les visages ont des expressions individuelles qui accusent, par des plis, par des creux, la joie, la douleur, l'ennui, les soucis, les appétits, la déchéance physiologique qui imprime le travail, les amertumes corrosives de la volupté. Les corps sourient comme des lèvres heureuses ou bien ils pleurent comme de pauvres yeux affligés. On peut lire toute une existence sur le corps d'un être aussi facilement que sur son visage, car non seulement les corps sourient et pleurent, mais ils parlent. Et ils expriment froidement, avec la plus émouvante éloquence, quand c'est M. Vallotton qui les écoute parler, leur humanité et le caractère de leur humanité. Il a là une acuité, une férocité qui me semble annoncer un certain courant de l'expressionnisme allemand. Les premiers tableaux, les tableaux d'intérieur, relèvent de l'esthétique intimiste des nabis, en particulier de celle de Bonnard et de Vuillard, avec d'ailleurs la personnalité de Vallotton très fortement affirmée. Les nus annoncent très directement, si je ne me trompe, tout ce que l'on appellera en 1920 à Berlin la Neue Sachlichkeit, la nouvelle objectivité, ou si vous préférez le néo-réalisme, une espèce de réalisme expressionniste à froid, dont Vallotton me semble être le précurseur direct. Ils ont été, à leur époque, très discutés, très controversés. On leur reprochait leur froideur, leur laideur même. Mais est-ce que, de nos jours, nous n'avons pas une autre réaction? Est-ce que, justement, on n'admet pas davantage que l'on n'idéalise pas le corps de la femme?
Oui, je pense que de nos jours, nous avons maintenant le recul nécessaire pour voir la production de Vallotton dans son époque. On ne songe plus à se demander si le nu est beau ou laid ou ridicule ou caricaturé, comme on se posait la question à l'époque. On est frappé en plein visage par cette intensité de ces figures et on ne se pose plus de questions, tout au moins des questions de cet ordre. La peinture de Vallotton est un reproche. Ai-je entendu dire une fois par je ne sais qui. Le mot ne m'a pas déplu. Non plus que ce rôle d'ecclésiaste au petit pied. Il en faut un. De là sans doute mon isolement et mes ruades parmi tant d'élans et de poussées. Je connaissais pas cette parole que je trouve en effet très jolie. S'il est vrai que l'ecclésiaste a poussé le pessimisme jusqu'à un point qui a rarement été atteint, je crois qu'on peut en dire autant de Vallotton. Le monde de Vallotton est en effet un monde amer, un monde déçu, qui contraste, par exemple, avec celui de ses amis Bonnard et Vuillard, qui sont des univers tendres. Tout à fait. Dans son contexte, il n'y a guère que Toulouse-Lautrec qui ait fait preuve d'une pareille amertume, mais ce n'est pas la même. Car il y a toujours l'ironie chez Vallotton. C'est ça. Il s'amuse malgré tout. Ça n'est pas une charge féroce, non, comme chez Toulouse-Lautrec, où la férocité s'étale. Chez lui, c'est une férocité qui se cache et qui est d'autant plus redoutable. Et qui se cache sous l'ironie. C'est ça, constamment sous l'ironie, et une ironie à froid. 1912. Ce mois de juillet aura été pour moi bien pénible et nerveux. J'ai peu travaillé et passe mes jours à fuir et me cacher. C'est vraiment le pire supplice d'être soi-disant chez soi, traité en quantité négligeable, n'avoir le droit qu'à se taire, sans compter l'irrespect des enfants. Je ne travaille pas dans l'équilibre qu'il faudrait. Je pense souvent à vous, et que tous réunis, vous êtes bien heureux. C'est là une joie que je ne connaîtrai pas, car ici, réunion veut dire enfer. J'ai peu travaillé ce jour-ci, et plutôt mal. Il faut pour ce métier-là des conditions autres que celles qui me sont faites. J'ai perdu tout espoir que jamais ma vie s'équilibre dans l'harmonie. Les choses que je pourrais dire et qui me tiennent à cœur n'étant pas plaisantes à raconter, alors je me terre et de plus en plus prends la forme d'un grognon antipathique. Jacques Rivière, Nouvelle Revue Française, 1912. Comment s'empêcher de reconnaître qu'en presque toutes les toiles de Vallotton, il y a une sorte de contradiction dans les termes. Vallotton, après Ingres, se donne pour fin l'enveloppement de la forme par un trait unique. Mais nul n'est plus successif que lui. Il dessine peu à peu, en plusieurs fois, à force d'addition. Toute sa vertu est un beau scrupule, un sévère attachement à la lettre des contours. Il touche avec intelligence dans tous les creux de la forme,
Il la serre aussi étroitement qu'il lui est possible de le faire sans invraisemblance. Il la côtoie lentement d'un bout à l'autre, comme un laboureur qui gouverne sa charrue au plus près d'une rangée de vignes. La première contradiction en comporte tout naturellement une seconde. Si Vallotton, comme Ingres, s'efforce de jeter autour de la forme une ligne simple et continue comme un lasso, c'est pour la fixer, pour la rendre immobile, sans violence, en apaisant son mouvement. C'est pour représenter son repos. Mais ce dessin trop serré étrangle le mouvement au lieu de l'arrêter. Et les figures sont comme un animal pris au piège, malheureux, avec les pattes cassées et plein du désir de s'échapper. Il n'y a plus d'équilibre. Et je vois vraiment les choses à travers un verre noir et grossissant. Que tout cela est loin du bel équilibre grec, et même de tous les équilibres. Mais ma sensibilité est exaspérée, et j'ai littéralement mal à tous les millimètres de ma peau. J'ai bien peur de l'avenir. Il est vrai qu'il me resterait la fuite, et je t'assure que j'y pense souvent. Dans ce pays normand que j'aime tant, je ne pense plus qu'à la nature. C'est un état délicieux, cette solitude si prenante. Le vaste atelier et la bataille avec ses idées et ses outils. Là, seule, est la volupté du métier et sa grandeur. Cette froideur que l'on a souvent reprochée à Vallotton, tout de même, dans ces paysages, on sent bien, surtout dans les paysages de la fin, et même déjà 1913-1915, une émotion extrêmement forte. Il était certainement devant la nature, en état de libération par rapport à cette retenue qu'il avait constamment. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Et il me semble en effet que cet homme, qui dans le fond a beaucoup souffert de l'homme, n'a trouvé de détente, de consolation que dans la nature. Et dans la nature, il se laisse aller à une certaine émotion très relative, mais il se laisse aller tout de même à une certaine émotion dans laquelle il nous dit son émerveillement en face de la beauté du monde. Il le dit très pudiquement, à mots couverts, mais on sent que cet émerveillement est là et que pour lui, la nature a été le refuge, loin des hommes. C'est si bon, bien que décevant, ce métier, et pénible. On espère tous les matins, et c'est la poursuite incessante à des buts qui s'éloignent toujours. Le portrait que j'ai fait de Hassen est un beau morceau, un peu sévère comme toujours, mais cela, c'est dans moi. Mon état d'esprit n'est guère celui qui attire le succès d'argent, mais je crois que le mieux est de s'acharner. Il faut laisser faire, je ne suis pas docile, ni d'un caractère à plier facilement, surtout à ce qui fait ordinairement plier. Ce parti d'indépendance, cette fermeté, cette volonté de renouvellement coïncide avec le début du journal que va tenir Vallotton. Ce journal va lui permettre, sinon d'échapper à ses humeurs et aux tourments de la solitude, du moins de les maîtriser. Il tiendra ce journal jusqu'à la fin de sa vie. 1914. Ce qui a pu choquer et gêner des habitudes dans ce que j'ai fait ces mois derniers n'est qu'un commencement. Et bien loin de faire machine arrière pour retrouver le succès facile, je vais repartir de là pour pousser plus à fond et plus loin.
Que pensez-vous de cette époque où il a écrit qu'il rêvait d'une peinture dégagée de tout respect littéral de la nature? C'était, je crois, pendant la guerre. Je crois que cette phrase de Vallotton pourrait convenir à peu près à toutes ses œuvres. Parce que même les œuvres qui semblent, je dirais presque les plus photographiques. Oui, puisqu'on lui a même reproché à son époque d'être trop près du modèle. Si bien que on comprend ce que l'on a appelé ces paysages recomposés. Qu'est-ce que c'était exactement? Bien, vous savez, je pense que Vallotton a été nourri dans sa jeunesse suisse de la tradition académique. D'ailleurs, lorsqu'il est arrivé à Paris, il a également beaucoup fréquenté le Louvre. Et même dans le milieu nabi, qui a une importance capitale sur lui, on voulait rompre avec la conviction impressionniste selon laquelle le paysage devait être une fenêtre ouverte sur la nature. Alors, il en est revenu, parallèlement à Maurice Denis, parallèlement à Bonnard et à Vuillard, à K.X. Roussel aussi, il en est revenu à la conception poussinesque du paysage, un paysage qui est fait d'éléments empruntés à droite et à gauche, en recomposant ces éléments selon une certaine intention d'architecture plastique, une certaine intention d'émotion esthétique, d'émotion subjective, et les paysages, surtout dans la dernière partie de sa carrière, sont des synthèses de morceaux de nature vus par-ci ou par-là, qu'il a regroupés pour exprimer ce qu'il voulait dire et le faire avec la préoccupation d'architecture du tableau qui devient de plus en plus la sienne. Voilà qu'on parle de guerre maintenant. Je ne vis plus, ou plutôt dans un halètement d'attente qui met tout autre souci au dernier plan. 1er août 1914. Ordre de mobilisation générale. Tout est donc fini, et la France va jouer son grand jeu. Quelle journée! Que de halètement! On ne sait plus rien, on tourne sur place, et le cerveau mou sans bruit, toutes les raisons et toutes les déraisons. Je rage de traîner ici. Terrible de voir partir tout le monde et de se sentir solide et devoir rester là. Communiqué du Grand Quartier Général des Armées de l'Est, 1er août 1914. D'une façon générale, nous avons obtenu au cours des journées précédentes des succès importants et qui font le plus grand honneur à la troupe, dont l'ardeur est incomparable, et aux chefs qui la conduisent au combat. Vuillard, encore mobilisable, garde depuis le premier jour un pont de chemin de fer. Des autres, je ne sais rien, et mon inaction est insoutenable. Naturellement, la peinture n'existe plus. Depuis 11 jours, je n'ai même pas mis les pieds dans l'atelier, et plus rien ne m'y attire.
Communiqué, septembre 1914. Les éléments de la défense avancée ont livré dans le voisinage de l'Ourcq des combats dont l'issue a été favorable. Je suis celui qui ne fait rien. Le terrible homme sans emploi, et à qui son asthme empêche même les besognes les plus subalternes. Je serai celui qui n'aura rien fait. Ce sera ma douleur profonde et mon chagrin pour le reste de ma vie. Communiqué. L'ennemi, poursuivant son large mouvement de conversion, continue de laisser le camp retranché de Paris sur sa droite et de marcher dans la direction du sud-est. 2 novembre 1914. Là-bas, dans le nord, des massacres effroyables se poursuivent. Temps superbe, je me remets doucement à peindre et fais mon portrait. Travail d'écolier qui me soulage un peu. Mon portrait fini, robe de chambre et lunettes de corne. J'ai l'air d'un bon rond de cuir enrhumé. Pas mal d'ailleurs. Que cette guerre aura tout bouleversé. Que serons-nous d'ici quelques mois? Quand nous en serons réduits chacun à son fond personnel. Tout de même, après ce drame, recommencer à peindre des morceaux de nus, face ou profil sur fond neutre. Non. Mais alors? Moi, je reste là, désargenté, donc inutile aux pauvres, et pratiquant un métier dont l'énoncé seul prête à rire dans les circonstances actuelles. Vu hier Roussel, désemparé et vieilli. Bien entendu, pour lui, tout est noir et il prévoit des siècles de misère. Et pour un peu, le retour aux terreurs des âges primitifs. Rien de ce qu'il y a de puissant et de tonique dans l'effort actuel de tout un pays ne le touche. Il ne comprend pas. Le communiqué parle de la retraite générale et annonce la réoccupation de Lunéville. Peindre me semble un exercice sans objet. La guerre lui a inspiré un certain nombre d'œuvres assez bouleversantes, et parmi les plus bouleversantes que la guerre ait inspirées. La plus tragique, c'est évidemment son album de bois, si je ne me trompe, c'est la guerre. Mais à côté de cela, il a peint des tableaux dont certains sont extrêmement impressionnants. Le fameux Christ mort de Holbein au musée de Bâle lui a inspiré ce grand cadavre étendu qui est célèbre, mais qui n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus émouvant. Pour ma part, ce que je trouve de plus émouvant parmi tous les tableaux de guerre de Vallotton, c'est simplement un Sénégalais blotti sur un talus devant le mur vraisemblablement d'une caserne. Et puis c'est tout. Il n'y a pas à proprement parler de fait militaire. C'est simplement un pauvre diable qui est là, il ne sait pas très bien pourquoi, et qui est complètement perdu. Un des aspects du drame de la guerre a été rendu par Vallotton d'une façon particulièrement bouleversante dans ce tableau. Que les sentiments sont étranges. À la lecture des horreurs commises, je m'indigne, crispe les poings dans ma poche, rêve de représailles vengeresses et trouve toute répression molle, et voilà qu'on condamne à mort 2 pillards prussiens pris sur le fait, les mains rouges. On donne leur nom, Pierre Schrick et Paul Waberseck, et je me sens pris d'une pitié inavouable. L'un s'appelle Pierre, qui fut pour sa mère le petit Pierre, et l'autre Paul, comme mon frère. Cela suffit à m'émouvoir. Je ne ferai pas un geste pour les sauver, cela fût-il en mon pouvoir, mais ce ne sont plus des Prussiens, c'est Pierre et Paul, et ma raison ballotte.
et ne sait plus. Vuillard est toujours à garder son pont de chemin de fer depuis le premier jour de la mobilisation. De Manguin, je ne sais rien. Communiqué. L'action près de Lodz s'est transformée en une grande victoire pour la stratégie russe. On apprend des morts. On ne fait pas grand-chose. On attend qu'il y ait moins d'Allemands et plus d'obus. Eux aussi, sans doute, attendent quelque chose d'analogue. En attendant quoi? De part et d'autre, on attend. Vu Vuillard, retour du pont qu'il gardait depuis 4 mois. Que pense-t-il exactement? Dire que nous fûmes si intimes que les idées de l'un passaient dans l'autre comme l'eau de la carafe dans le verre. Je l'aime beaucoup, mais je crois que je ne lui suis plus rien. L'annonce de ma mort lui tirerait un « pas possible », ému peut-être, mais rien de plus. Le nombre des éclopés errant par les rues augmente. C'est une pitié de voir tant de manchots et d'unijambistes si jeunes. Les passants les suivent d'un regard touchant. Chacun se tient et resserre en soi les sentiments nécessaires. La France est belle. Communiqué, 23 juillet 1915. La bataille a pris une ampleur sans précédent. Les Austro-Allemands donnent l'assaut sur un développement de 500 km. 3 août 1915. Nous voici à 1 an de guerre. Où allons-nous? On nous montre la retraite, si elle peut encore se faire. Les hommes du front restent courageux, paraît-il, mais l'enthousiasme est bien amorti. Les nerfs français pourront-ils résister? J'entame mon 3e panneau sans trop savoir où je vais. Je me débrouillerai en cours de route. L'essentiel est de travailler. Le travail aide et soutient, et je travaille beaucoup. L'automne splendide s'épand dans les prés, c'est délicieux. Tout est spectacle et prenant. Le temps, 11 septembre 1915. La retraite russe se poursuit avec le même calme et la même régularité. Je tousse. Toute la maison étant chauffée, sauf mon atelier. Dehors, brouillard et froid. Vu personne. Dans la maison, tout va mal. Il faut que ce soit la faute de quelqu'un. Et, bien entendu, ce quelqu'un ne peut être que moi. 30 janvier 1916. La nuit dernière, les éplins ont fait sur Paris une randonnée bien meurtrière, hélas. Jusqu'ici, 15 morts, une 40aine de blessés et des immeubles en poussière. Néanmoins, on vit, on a ses petites habitudes. Et sitôt mon journal lu, je me suis affairé à parachever un pot de tulipes commencé la veille. On se fait petit à petit l'âme des Girondins. Et la mort, suspendue à toute heure, fait partie de nos journées comme les repas ou le sommeil.
Quand je songe à ma vie, à mes 50 ans, à tant de ratages pour de petits succès, à ma solitude de plus en plus complète et définitive, je me prends à désespérer. Je ne travaille guère, mais le spectacle que je vois et comprends m'occupe assez pour qu'il n'y ait pas de perte. Ceci remplacera cela. Passé hier chez Druet, la peinture ne m'a pas excité, et la mienne moins qu'aucune. Tout ça est suranné, date de loin, et ne s'identifie pas avec les événements qui, eux, marchent. « 6 septembre 1916. Depuis 2 jours aux Andelys, dont le charme dépasse mes prévisions, tout m'y plaît. Structure du sol, ordonnance des masses, et découpure de la rivière aux bords si riches et nuancés. Avec cela, la grande coulée des chalands, dont la lenteur s'harmonise si bien avec la noblesse des alentours. Passé hier 3 heures avec Vuillard, de causeries nourries et réconfortantes. Ce fut bon. Je remue des idées. Je rêve d'une peinture dégagée de tout respect littéral de la nature. Je voudrais reconstituer des paysages avec le seul secours de l'émotion qu'ils m'ont causée. Quelques grandes lignes évocatrices, 1 ou 2 détails choisis sans superstition d'exactitude, d'heure ou d'éclairage. Il me semble voir là des voies ouvertes, indéfinies. Mais c'est un bloc formidable à soulever. En ce moment, je tourne autour, un peu comme un coltineur à chercher l'endroit par où le prendre, mais c'est vivifiant et sain. Juin 1917. Mission aux armées sur le front de Champagne. 23 juin 1917. J'ai fait sur le front de Champagne un voyage du plus haut intérêt et en ai rapporté de quoi faire quelques tableaux. Le canon nous apporte jusqu'ici le grondement de sa basse ininterrompue. Honfleur, 30 septembre 1917. Trop de choses me sollicitent. Le travail d'abord, à quoi je m'affaire quotidiennement, puis la nature splendide de cet automne normand, liquide et doré. Les champs ce matin sont spongieux de rosée et le soleil y met des lueurs introuvables ailleurs. Les journées sont divines et les soirs exquis. Art et guerre, décembre 1917. La guerre, ça ne se copie pas comme une pomme. Un art sans représentation déterminée d'objets est-il possible? Qui sait, peut-être les théories encore embryonnaires du cubisme s'y pourront-elles appliquer avec fruit. Dessiner ou peindre des forces serait bien plus profondément vrai qu'en reproduire les effets matériels. Mais ces forces n'ont pas de forme et de couleur encore moins. C'est de la méditation seule que peut sortir la synthèse indispensable à de telles évocations. Vu l'exposition Bonnard, il est en pleine vogue. Vu aussi Albert André, joli, art facile où l'on retrouve un peu de tous les déjà vus. Évidemment, à côté de tout ça, je fais le barbare. Hier, dimanche, 20 personnes à la maison.
Je vis, pour le dire net, exactement la vie contraire à celle que je rêvais. Moi qui aime tant la solitude, le silence, les idées mûries et les actions sensées, je me débats dans l'agitation, le bruit, les sornettes et les gestes vains. En ce moment, les femmes abusent. Niaiserie, dévergondage, luxe insolent et muflerie. Qu'est-ce que l'homme a donc fait de si grave qu'il lui faille subir cette terrifiante associée qu'est la femme? Il semble parfois avoir des pensées si violemment contradictoires et des élans si nettement contrariés qu'il ne doit y avoir de possibilité entre les sexes que comme vainqueur et vaincu. J'en sais cependant de si bien, mais elles me sont interdites. Elles ne figurent pas, n'ont pas d'histoire et rasent les murs. Le Temps, 31 janvier 1918. À 11h30, les Gotha ont bombardé Paris pendant 2 heures. Destruction considérable, avenue de la Grande Armée, place d'Italie et dans tout Paris. Je peins un peu, des nus, des formes de nus plutôt, et m'y intéresse. C'est un petit effort, mais pour le poursuivre, il faudrait quelques soutiens. Rien ne se dessine et mes ressources s'usent. Le Temps, 11 février 1918. L'Ukraine signe la paix avec les Allemands. Vendu 3 toiles à un amateur enflammé. Je suis ravi de ce petit coup de pouce de la destinée. Puisse-t-il y avoir des lendemains? Le Temps, 22 février 1918. Sous la menace d'une nouvelle offensive, Lénine et Trotsky, au nom du Soviet des commissaires du peuple, capitulent et acceptent les conditions proposées à Brest-Litovsk. Je songe à cette grosse maison attirée, à ce salon rempli au dîner, à toutes les charges d'une représentation que j'exècre, et ratée du reste, alors que je fais mon ménage, nettoie mon feu et balaie mon atelier. Enfin, que peut compter un souci personnel alors que la chose publique est en danger? Voici, après la Russie, la pauvre Roumanie qui tombe saignée à blanc. On en a froid au cœur. À côté de cela, la peinture est pâle et sans intérêt. Le reste aussi. 15 juillet 1918. Honfleur. Il y a sur les cœurs un souffle d'espoir. Les Américains qui débarquent en colonne serrée y sont, je crois, pour beaucoup. Communiqué. 18 juillet 1918. Après avoir brisé l'offensive allemande sur le front de Champagne et de la montagne de Reims, les troupes françaises, en union avec les forces américaines, se sont portées à l'attaque sur une étendue de 45 km. Plus de 20 villages ont été repris. Je songe à la vie médiocre et basse qui m'est faite. Le travail qui pourrait être la grande consolation en est taré lui-même. Douleur. Et douleur absolue, sans confident possible, et qu'il faut taire et emporter avec soi. Personne n'aura jamais su cela, ni les causes vraies de cet isolement dans quoi je me claustre, ni l'âpreté de mon art, ni mon ironie. J'aurais toute ma vie été celui qui, de derrière une vitre, voit vivre et ne vit pas. Je vois cette guerre finie recommencer ma vie de crucifié. En ce moment, le soleil est divin et les fleurs donnent au jardin de tout leur ton. Si peu accessible que je sois au mirage des choses, je subis cette fête avec un peu d'amollissement délicieux. Néanmoins, ma peinture est rude. Au chevalet, je me crispe et veux. 12 novembre 1918. L'armistice est signé.
Cette gloire tombe sur moi en un temps de neurasthénie qui m'isole de mon entourage immédiat. J'en souffre, mais cela n'a guère d'importance. Exposition Druet, 21 mars 1919. Vallotton poursuit son labeur avec opiniâtreté. Il est admiré par cela même que rebute parfois la tristesse d'un art sévère. Très isolé, il dédaigne le courant des modes, et cette absence de toute concession aux formules en vogue semble être la vertu dominante de ce beau peintre. Mes viandes sont trop fortes pour les goûts mesurés. Ce que je fais est sain, direct et abouti. Serait-ce que ces vertus sont hostiles aux sensibilités d'après-guerre? 16 juillet 1919. Honfleur. Parti à Paris pour les fêtes de la Victoire. Voyage mouvementé et long, mais ce n'était pas payé trop cher. La splendeur du spectacle et la qualité des émotions ressenties. Un temps divin aidait à la chose. Chaque nation avait réglé sa représentation et offrait le tableau de sa force à l'échelle exacte. Le poids des Américains, la beauté de leurs hommes, la tenue anglaise, ses drapeaux moyenâgeux et l'isolement dans lequel sa masse apparut fut l'Angleterre elle-même. Les Belges solides, les Siamois nerveux et secs, les Italiens allants et les nôtres qui semblaient le souffle même de la chaussée soudain bleuie. On était ému à la limite. Et je n'ai jamais rien vu ni subi de plus beau de ma vie. Tout cela me sonne encore dans les méninges et j'en suis gonflé. « 8 mars 1920. Ce soir, par exception, je suis là sous la lampe dans mon atelier, fuyant le salon. Il y fait doux et calme. Mais à quoi bon se leurrer? Il faudra rentrer dans la piste de cirque où je fais depuis tant d'années le chien savant. 22 février 1920. Ma petite exposition chez Druet a bien marché. Ces morceaux simples et de premier jet ont séduit, et d'heureux échos m'en parviennent. Pour ma part, je préfère des œuvres plus arides et qui me tiennent plus à la peau. On n'est, semble-t-il, pas de cet avis. Et les redites plaisent plus que mes efforts dans les terres plus désolées de la métaphysique picturale. Il faudra attendre encore un peu. Juillet 1920. Reçu un mot de Vuillard, bref mais chargé. De lui, rien ne m'est indifférent. C'est la jeunesse qui repasse, et c'est aussi la solidité acquise et la raison. Pour cette génération, l'art de faire valoir sa marchandise balance celui de la fabriquer. Ils sont tous un peu comme ça. Ces mentalités-là n'ont qu'un rapport très lointain avec ce qu'étaient les nôtres, à Bonnard, Vuillard, Roussel et moi. Ceci n'est pas un blâme, mais un constat. Il y a dans l'humanité une jobardise sans cesse renaissante pour faire un sort à la médiocrité. 28 octobre 1920. Le salon a très bien marché, avec résultat parfait. Madame Druet, qui avait vendu presque toutes mes toiles, est venue en chercher un lot. Cela va extrêmement bien. On pourrait presque dire qu'on se les arrache. Il est bien temps. Et j'aurais attendu mon heure. La presse. Tout ce que l'on put dire sur l'insistant et glacial rigorisme de M. Vallotton ne changea jamais rien à sa manière sévère d'envisager l'art. Il faut bien finir par se laisser envoûter par sa sombre ardeur, aller à admirer profondément qu'elle se puisse soutenir si longtemps avec une force grandissante. Il y a là une grande leçon de probité à laquelle on ne peut échapper. 1925.
Il y a en ce moment à Paris une remarquable série moderne chez Druet, et qui occupe toute la maison. C'est à coup sûr la plus belle que j'ai vue, et la plus complète. Elle offre le plaisir de voir côte à côte des peintres peu accoutumés à voisiner et dont la valeur se précise. Picasso, Bonnard et Vuillard y figurent à côté de Matisse, dont l'envoi est superbe. Mais il me semble que je tiens le coup. Vous qui êtes en contact avec les jeunes, par vos étudiants, comment les voyez-vous réagir devant Vallotton, devant par exemple l'exposition qui a eu lieu ou Bien d'autres écoutez, il y a 3 ou 4 ans de cela, j'avais conduit pendant les vacances de Pâques un groupe d'une 50aine de mes étudiants pour voir les musées et les collections suisses. Et Madame Jägli Hanloser de Winterthur, la fille de Madame Hanloser, qui avait été l'aide principale, le mécène essentiel de Vallotton, Madame Jägli Hanloser nous avait accueillis dans une maison qui regorge de chefs-d'œuvre et dont elle nous avait fait les honneurs avec une gentillesse dont tous mes étudiants ont été bouleversés. Et bon, ils avaient vu là-bas des chefs-d'œuvre incomparables de Cézanne, de Renoir, de Rouault, et de beaucoup d'autres, de Bonnard. Mais je crois que ce qui les a le plus frappés, parce que c'est ce qu'ils ignoraient le plus, c'était l'ensemble de Vallotton. Bon, ils savaient que Bonnard était un très grand peintre. Ils n'étaient pas aussi persuadés de la grandeur de Vallotton, et devant des Vallottons qui, je dois dire, sont d'une qualité absolument exceptionnelle. Ils ont été profondément émus et ont pris conscience de l'importance de Vallotton dans la peinture de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Il me semble qu'il n'y a que des semaines qu'on m'appelait le petit Vallotton. La vie est une fumée. On se débat, on s'illusionne, on s'accroche à des fantômes qui cèdent sous la main. Et la mort est là. Il reste la peinture, heureusement. C'était Le très singulier Vallotton, une émission de Germaine Rouvre, avec Jean Topard, Vallotton, Jean Bollery, Thaddée Nathanson, Michel Rulle, Roger Molien, Roger Brett, Philippe Moreau, Jean-Louis Brouste, Alain Lebert, Claude Pascadel, Didier Le Sourd, Georges Samitier, Julien Thomaste. Participaient à l'émission Bernard Dorival et Yves Goerg. Prise de son Bernard Charon. Collaboration technique Jean-Claude Gauthier. Assistante Annie Wojciechowska.
Réalisation Arlette Dave. Cette émission a été diffusée pour la première fois le 8 février 1980. I'll be seeing you in all the old familiar places that this heart of mine embraces all day through. In the small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut trees, the wishing well. I'll be seeing you in every lovely summer's day, everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. The park across the way, the children's carousel, the chestnut tree, the wishing well. I'll be seeing you in every lovely summer's day, and everything that's light and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is new, I'll be looking at the moon, but I'll be seeing you. In that small cafe, the park across the way, the children's carousel, the chestnut tree, the wishing well.